soi-disant compromis. Parce qu'in fine, vous verrez qu'après telle crise, il y a une nouvelle qui surgit, ainsi de suite, malgré les compromis. C'est à cela où je me pose une série de questions en me disant, mais finalement, ces compromis politiques, ces rencontres de la dernière chance que tout le monde souhaite, ce dialogue que tout le monde appelle, a-t-il un sens au Congo ou pas? Et surtout, en constatant que depuis 1960 à ce jour, à l'issue de chaque crise, il y a une sorte de renouvellement, pas totalement de la classe politique, mais il y a en fait un surplus d'hommes d'État, d'hommes politiques qui s'ajoutent à ceux qui existaient avant. Et ceux qui existaient avant, il y en a qui résistent, il y en a qui sortent, avec l'âge peut-être, avec le temps. Mais je me demande, cette classe politique issue de ces crises politiques et de ces compromis surtout politiques, cette classe politique est-elle digne d'être appelée classe politique pour l'avenir du pays? Ou alors c'est des gens qui se retrouvent, qui s'arrangent, qui se partagent le morceau du Congo, chacun dans son coin, avec son fief, avec son parti politique. Pour la plupart des oui, on va y revenir, mais la principale crise après notre indépendance, je crois, aura été le celle coup de de Lumumba. Oui, il y a eu le Lumumba et Kasavubu. Oui, Kasavubu, et puis vous n'avez pas envisagé le coup d'État de Mobutu. Oui, de septembre 60, n'est-ce pas? Avec les commissaires généraux. Ouais. C'est la toute première. Là, c'était en fait une crise politique parce qu'elle opposait deux personnalités politiques aux vues différentes. Kasavubu, qui était un fédéraliste, Lumumba nationaliste. À la conférence de la table ronde, ils ont réussi à parler d'une même voix pour l'indépendance. Ils se sont partagés les responsabilités. Mais je le dis dans l'ouvrage, je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'il faut que les gens lisent. La loi fondamentale elle-même était assez ambiguë parce qu'elle donnait le pouvoir au président de la République de pouvoir révoquer le Premier ministre ou même de mettre en congé le Parlement. Ouais. Alors que c'était pas une élection, c'était un arrangement politique et on ne pouvait pas donner trop de pouvoir à quelqu'un. Alors, sauf le 24 novembre 65. Là, ce sont les armes qui ont parlé. Non, non, c'est justement, c'est ça le drame. Au moment où Tshombe revient en 64, hein, après Adoula, après Iléo, tout ça, toujours de rencontres Lovanium, de rencontres ainsi de suite. Et Kokiatville, Tshombe revient et il réussit quand même à organiser les élections sur la base de la constitution de Louloabourg de 64. Et il les gagne avec sa plateforme Codeco, n'est-ce pas? Et au lieu qu'on fasse les élections présidentielles, on le démet, on désigne Kimba, Kimba qui est renvoyé 2 fois par le Parlement, qui était acquis à l'autre camp, et les militaires s'imposent. M. Mobutu dit, écoutez, on met en congé les politiciens parce qu'ils ne parviennent pas à résoudre leurs problèmes. Donc c'est ça ma préoccupation. Donc, à la fin de chaque crise, on trouve des rencontres. Yonda, Madagascar, partout. T'en en arrive plutôt. Oui, t'en en arrive. Les gens sont allés partout là, dans des rencontres pour trouver des solutions. Mais ce qui étonne, c'est que au bout d'un temps, les mêmes crises ressurgissent. Oui. Vous comprenez? Et les mêmes personnes reviennent. Et les mêmes personnes se retrouvent. Mais en fait, ça se passe comment que les mêmes personnes puissent se retrouver à l'issue de chaque crise? Ceux qui ne sont pas sincères dans ce qu'ils se disent lorsqu'ils se retrouvent dans ces rencontres-là. Si vous lisez attentivement mon ouvrage, on parle de la dernière crise de FCC Cash. C'est-à-dire un président de la République qui n'a pas de majorité à travers toute la République. Il n'a que sa majorité en tant que chef de l'État élu dignement. Et qu'est-ce qui se passe? On le bloque dans son fonctionnement. Alors on se demande, mais ces gens qui étaient des adversaires avant, qui se sont retrouvés pour l'intérêt de la nation, supposé, comment peuvent-ils se bloquer pendant 2 ans? Et ils tournent en rond, et le président n'avait pas de choix. Il devait se faire de l'espace, d'autant plus qu'il ne contrôlait pas toutes les assemblées, que ce soit nationales ou provinciales. Il devait se faire de l'espace. Il se dit, je m'en remets au peuple. Il fait les consultations. Et à l'issue des consultations, il trouve une voie de sortie. Il se dit, union sacrée de la nation. Pas union sacrée de l'opposition, comme à l'époque de Mobutu. Mais avant ça, on avait la 5 euros.
Justement, il y a eu beaucoup de rencontres. C'est ça qu'on fait. La CNS, tout ça. Alors, même la CNS, elle s'est arrêtée en catastrophe, pratiquement. Et finalement, c'est Kabila qui vient pratiquement déboulonner tout le monde. Et il vient avec sa guerre en 96 et il récupère le pouvoir. Lui-même instaure une nouvelle façon de faire les choses. Il est aussi attaqué en 98 pour la rectification de la libération du Congo, n'est-ce pas? Et on se retrouve Lusaka, Pretoria, Sun City, accord. 1+4. On se dit, maintenant c'est fini. Et on procède à la rédaction d'une nouvelle constitution. On organise les élections de 2006, n'est-ce pas? Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la ville entre Bemba et Kabila. Donc, encore une nouvelle crise qui s'amorce. Heureusement, M. Kabila s'est réussi à contrôler la situation. Et quand Étienne Tshisekedi revient en 2011, même scénario, contestation des élections. Alors je me dis, en fait, la forme de solution de nos crises qui procède par des compromis politiques, partage du pouvoir, nouvelle constitution, élection, est-ce que c'est une démarche plausible aujourd'hui au vu de tout ce que nous avons connu comme crise et des échecs de solutions trouvées dans le cadre de ces compromis? C'est ce que je me dis qu'il faut réfléchir, peut-être trouver une autre façon d'aborder ces crises-là, de manière à ce que le débat soit peut-être dépassionné, qu'il ne soit pas totalement politique. Il y a moyen de trouver d'autres mécanismes de conflit. Dans votre ouvrage, vous dites qu'ils ne sont pas sincères et vous les qualifiez même d'opportunistes, de flatteurs non formés. Est-ce que ce n'est pas très fort ça? Je sais que c'est sévère, je le dis en connaissance de cause. Vous avez vu mon parcours. Donc je ne le dis pas par méchanceté ou parce que je suis opposé à telle ou telle personne. Mais je suis un observateur. Vous avez dit que je suis un doctorant en sciences politiques. Mais j'ai une carrière dans des cabinets politiques sur la sphère politique congolaise qui remonte de 30 ans, 40 ans maintenant. J'étais directeur de cabinet, j'étais conseiller dans des ministères, j'étais conseiller à la présidence dans des provinces. Je suis en train d'observer. Lors de la conférence, j'étais directeur de cabinet dans le Haut-Zaïre avec le professeur Samba. Donc j'ai suivi pas à pas tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas quitté le pays avant que je me sois reposé pendant un temps vers 2004-2005. Donc j'ai pu assister à tout cela. Et même quand Papa Tshisekedi est rentré ici, en 2011, je l'ai vu. Nous avons discuté avec lui sur la suite des événements. Je lui ai dit, est-ce que maintenant vous êtes rassuré que les élections de 2011 seront sérieuses, qu'il n'y aura pas de tricherie? Mais vous connaissez la suite et sa contestation. Oui, mais d'accord, mais est-ce que vous dites que la même classe issue de tous ces compromis politiques, bon, elle est passée aujourd'hui par les élections. Est-ce que tous ces scrutins ne constituent pas, si vous voulez, un lavage? Oui. Nous sommes au 3e cycle électoral. Oui. Nous entamons bientôt, 2020, le 4e. Quatrième vague d'élections. Je me dis que effectivement, on aurait dû améliorer le personnel politique, parce qu'on a eu quand même à rencontrer certaines difficultés et les gens ont appris à négocier, à discuter, ainsi de suite. Mais Oscar, quand vous entendez ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, dans les médias, je ne sais pas si ce discours-là, c'est le discours des gens aguerris, des gens qui veulent le bien de leur société, de leur population, parce que tout le monde se réclame du peuple, n'est-ce pas? Mais ce discours-là, si vous entendez les derniers jours ici, les derniers mois, les dernières semaines, le discours-là est un prélude à une conflictualité certaine à l'issue des élections de 2023. Parce qu'il y en a qui réclament le dialogue, il y en a qui veulent qu'on aille tout droit. Je crois qu'on aurait dû, après les élections de 2018, essayer de revoir un peu tous les mécanismes qui accompagnent la désignation de personnel politique. Je pense notamment à la CENI qui vient d'être restructurée
La loi électorale devrait être restructurée. La loi sur les partis politiques devrait être structurée parce que c'est ça la base. Ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage du peuple congolais, n'est-ce pas? Et en dehors de cela, à ce moment-là, faire une réforme assez profonde de notre administration de l'État et de la petite territoriale, de manière à ramener un peu le débat politique vers la base. Oui, mais d'accord. Est-ce que vous estimez que la classe politique actuelle, celle d'aujourd'hui, continue à porter le même tard que l'ancienne classe politique de 1960? C'est laquelle il y a des dinosaures. Oui, mais elle s'est renouvelée avec les années. Prenez par exemple la classe des années 60, oui. Elle est en train de laisser place. Ah oui, ça c'est établi. C'est ça justement. Ça c'est établi. Alors est-ce que les comportements... Et depuis la conférence nationale, oui. Jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Mais c'est les mêmes personnes. Je ne vais pas les citer nommément, mais vous les connaissez. Ils sont là depuis la conférence nationale. Alors, vous leur imputez la responsabilité de la débâcle de tous les échecs qu'on a connus sur le plan politique. C'est l'impréparation, c'est ce que je dis. On aspire aux responsabilités de l'État sans y avoir été préparé, n'est-ce pas? Dans d'autres mondes, on travaille à partir des partis politiques, n'est-ce pas? Je suis membre d'un parti politique, je me spécialise sur les questions d'environnement. J'assiste à toutes les conférences à travers le monde, je participe, je me forme, je m'informe. Demain, si on me confie le ministère de l'Environnement, on sait que c'est le technicien du parti en ce domaine-là. Mais est-ce qu'on peut le retrouver dans nos partis politiques aujourd'hui? Alors, c'est pour cela que il y en a combien d'abord les partis politiques? Et c'est pour cela que vous faites un véritable procès à notre classe politique en disant que ces partis politiques sont semblables aux SARL. Oui. Pourquoi? Mais parce que une SARL, c'est une société à responsabilité limitée qui est constituée de personnes physiques ou morales, n'est-ce pas? Et qui sont associées. Et ils ont la possibilité de transférer leur part à leur descendance. Et c'est ce qui se passe, vous remarquez, sur la scène politique. Quand papa est député, le fils est suppléant, madame est mandataire, ainsi de suite. Alors à partir de ce moment-là, ce sont des partis SARL qui n'ont rien à voir avec des véritables partis politiques. Alors, un repère d'opportunistes, vous dites? Oui, justement. Tout le monde maintenant veut créer son parti, mais aller sur l'avenue de l'enseignement. Il n'y a pas plus de 50 sièges de partis là. Mais il y en a au moins 500, 600 à peu près aujourd'hui. Où sont leurs sièges? Est-ce qu'ils peuvent vous donner le nombre de leurs partisans? Les affiliés de chaque parti sont combien? Est-ce qu'il y a un parti politique qui peut vous dire j'ai 10 000 adhérents, j'ai 10 000... Qui peut vous dire cela aujourd'hui? Mais c'est l'autorité morale, et c'est l'autorité morale qui négocie. Et à l'issue de la négociation, l'autorité morale redistribue les choses, les postes en fonction de ses intérêts. Est-ce qu'on peut compter sur ces gens? C'est un peu nouveau, c'est un peu nouveau, les autorités morales qui font éruption aujourd'hui. Mais justement, c'est l'invention congolaise. Vous savez, nous sommes très féconds dans la création de perversités. Excusez-moi le terme, mais ce sont des autorités morales, ça veut dire quoi? Alors, vous dites que ces partis, évidemment, sont sans idéologie ni projet de société. Est-ce que vous n'exagérez pas quand même? Imaginez-vous 600 partis politiques. Il y a combien d'idéologies à travers le monde aujourd'hui? Est-ce que les 600 partis politiques ont chacun une idéologie particulière? C'est pour cela que dans mes propositions, je me dis qu'il faut les regrouper. C'est une sorte de mosaïque qu'il faut regrouper en 2, 3, 4, 5 grandes tendances. Rappelez-vous, le maréchal Mobutu, à l'occasion de la conférence nationale, bon, à l'issue des consultations populaires, il voulait qu'on ait 3 partis politiques, n'est-ce pas? Mais c'est la conférence qui l'a obligé pour dire multipartisme intégral. Et nous sommes à 600 partis politiques dans un pays. C'est affreux, c'est gênant. Quelle est l'idéologie de chaque parti? Donc il y a moyen de les regrouper sur 5, 6, 3, 4, 7, 8, peut-être. 8 tendances, 9 tendances majeures, et les regrouper en des partis politiques solides. Et ça se passerait comment, à votre avis? D'abord, il faut revoir la loi sur l'organisation des partis politiques pour les contraindre à le faire.
Tant qu'on n'aura pas revu la loi telle qu'elle a été édictée jusqu'à présent, elle est désuète, cette loi. C'est la démocratie. La démocratie ne veut pas dire qu'il faut avoir 600 partis politiques. La démocratie passe par la liberté, les droits. Oui, justement. Les autres. Oui, l'expression aussi. Les droits d'expression. Oui, le regroupement. Non, non. Vous savez, les doctrinaires de la démocratie, qui ont inventé la démocratie dans l'Occident, ils doivent se retourner 1000 fois dans leur tombe en se demandant mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Est-ce que c'est une démocrature? C'est une démocratie? Et puis, les élections ne sont pas le seul thermomètre d'un état de droit ou d'un état démocratique, n'est-ce pas? Plutôt d'un état démocratique. Parce qu'après les élections, qui va chez les électeurs? S'ils y retournent, c'est un prélude aux prochaines échéances électorales. À ce moment-là, c'est des sacs de sucre, des polos, des petits ponts qu'on jette à gauche, à droite, en se disant, c'est pour cela que je dis qu'on n'a pas d'hommes politiques, on a des hommes politiques au Congo aujourd'hui, mais on n'a pas d'hommes d'État. Parce qu'un homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine échéance électorale, mais un homme d'État pense à l'avenir de son pays. Et alors là, vous vous alignez dans le schéma du président Mobutu, qui avait proposé 2 grands partis plus... Ben, je ne décide pas comme ça. Je dis qu'il y a moyen d'étudier, il y a des spécialistes sur la question. On regarde la loi sur l'organisation des partis politiques. Déjà, quand on avait parlé du seuil au niveau des récentes élections, ça a dû faire grincer les dents. C'est ainsi que les gens se sont regroupés, n'est-ce pas, dans des plateformes qui étaient en train de vider le sens des partis politiques comme tels. Alors, vous faites une série de propositions dans votre cheminement en ce qui concerne les mandataires publics. D'abord, il faut comprendre ce que c'est un mandataire public. Il faut bien non, je l'ai dit dans le sens général. Ouais. Un mandataire public, comme celui qui reçoit mandat. Il reçoit mandat de qui reçoit le mandat du peuple, quand c'est un mandataire politique, n'est-ce pas? Quand vous le votez, vous lui donnez votre voix, vous le mandatez pour vous représenter. Il y a les mandataires publics qui sont désignés par les structures de l'État, les institutions de l'État, l'administration et le gouvernement de la République. Et ces mandataires-là, tous, quand vous observez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut que chaque parti trouve son compte, n'est-ce pas? À partir de ce moment-là, et c'est là où j'ai oublié de vous le dire, regardez l'article 13 de la Constitution congolaise, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Ça veut dire quoi? Quand on vous dit aujourd'hui que les ministres qui sont nommés, on dit les partis politiques donnent 73% des membres de leur cabinet, les ministres, on vous réserve 25%. Et puis, est-ce que dans tous ces partis politiques qui font partie aujourd'hui du gouvernement, ils ont réellement des spécialistes de toutes les questions pour lesquelles ils affectent ces gens? Pourquoi, s'il y a d'autres Congolais qui ont cette spécialisation-là, pourquoi ne pas recourir à eux? On est en train de les discriminer parce qu'ils ne sont pas membres de ce parti-là. C'est déjà une entorse à la loi fondamentale du pays. On ne devait pas parler du partage des responsabilités. Alors aujourd'hui, M. Tshibwabwa, vous proposez qu'il y ait une nouvelle catégorie de mandataires publics, et parmi les profils, vous dites qu'il faut retourner au service militaire. Non, non. Ça, c'est pour, en fait, donner un peu de discipline et de l'ordre, apprendre le sens civique aux mandataires publics. Parce qu'il y en a très peu qui ont ce sens-là. Mais il doit passer par là. Pour non, je parle pour la jeunesse cette fois-là. Oui, justement, Il faut former la jeunesse. Oui. Je me dis qu'il faut ramener notre démocratie, il faut qu'elle soit localisée, qu'elle retourne, qu'elle soit une démocratie de proximité. Ça veut dire quoi?
les gens qui vont concourir aux conseils communaux, n'est-ce pas, qui vont concourir à tous les conseils de base, n'est-ce pas, vont être préparés pour que demain, ils soient nos représentants au niveau national, n'est-ce pas? Si on chemine comme ça, demain on peut avoir véritablement des hommes politiques dignes de ce nom, ou des hommes d'État, parce qu'ils auront été préparés à la base et ils vont évoluer. Mais quand quelqu'un est un adhérent, aujourd'hui, si je veux avoir un poste ministériel, il me suffit d'adhérer à tel ou tel autre parti, et on va me dire, bon, non, non, je négocie avec l'autorité morale, et on me donne le poste. Oui, et là vous donnez un coup aux assemblées provinciales. Je crois que c'est des structures inutiles pour le moment. Inutiles? Oui, mais vous voyez ce que ça donne comme résultat au pays. C'est du grabuge partout. Il y a au moins 16 ou 17 provinces qui sont en difficulté. Les gouverneurs sont à Kinshasa, les assemblées les ont défenestrés. Et quand vous regardez de plus près, il n'y a pas de motivation sérieuse. Vous trouvez que c'est un problème matériel. Non, moi, vous savez, les fonctions que j'ai assignées récemment, j'ai eu à rencontrer les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs de province. D'ailleurs, certains gouverneurs étaient honnêtes. Ils m'ont dit, mais convoquez-nous, formez-nous, nous ne sommes pas formés. Vous imaginez ça? Nous ne sommes pas formés pour administrer les provinces. Les députés qui sont arrivés, dans quelles conditions ils ont été élus provinciaux? C'est quel type de députés? Sont-ils capables de raisonner intérêt général? Ou passent tout leur temps en se disant, j'ai aussi le pouvoir aujourd'hui, je suis quand même député, je dois être appelé honorable, on doit me voir dans une grosse 4x4. C'est ça la bagarre. Alors donc vous estimez qu'aujourd'hui, les assemblées provinciales, il faut carrément les supprimer? Je dis qu'il y a moyen de revoir la loi sur l'organisation politique, administrative et territoriale de la République démocratique du Congo. Je crois que dans les réformes que le chef de l'État a annoncées, il a fait allusion à toutes ces questions-là. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes réels, parce que regardez, sur 26 provinces, il y a 16 ou 17 qui sont en difficulté, qui sont bloquées, paralysées. Est-ce qu'on doit laisser la situation continuer comme ça? Et nous risquons de vivre la même situation avec les élections, avec les élections locales, tout ça là. Les locales n'ont pas encore eu lieu. Ouais. Je crois que c'est par là qu'on devrait commencer dès le début. On a fait la faute, c'est tout à fait normal. Il y avait un problème national à résoudre, le problème d'intégrité territoriale, de la souveraineté du pays. Il fallait quand même qu'on ait des instances nationales relativement légitimes. C'est normal qu'on ait organisé les élections présidentielles et les autres. Mais je crois qu'il est grand temps, si vous me demandez mon avis, si on doit faire des élections en 2023, on doit les commencer par les locales. Et on doit revoir, dans le cadre des réformes que le chef de l'État a annoncées, l'organisation territoriale. Vous savez, moi je suis fils d'un ancien chef de secteur. Mais j'ai vu mon père, je pensais qu'il était un grand ministre, un grand monsieur. Il avait sa police, qu'il habillait lui-même, il payait avec des recettes qui lui étaient rétrocédées. Mais allez regarder aujourd'hui les secteurs, regardez les territoires. Il n'y a plus de postes d'encadrement administratif. On parle de l'insécurité au Congo. Mais qui contrôle le territoire aujourd'hui? Qui encadre la population à la base? Qui renseigne l'État, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national? C'est qui? C'est l'ANR, la DGM et la police, et puis ça s'arrête là. Mais les agents d'autorité, vous le savez, ce sont ces gens-là qui sont les premiers agents de sécurité, n'est-ce pas, qui doivent faire remonter la situation. Je me rappelle, à l'époque, je suis gouverneur dans le Kasaï central, occidental plutôt, je reçois un message de Tchikapa. On me dit qu'on voit un mouvement suspect sur la frontière angolaise. C'est comme il y a des mouvements rebelles qui font mouvement. Ça venait d'où? Ça venait de Tchikapa, de la zone de Tchikapa, du territoire de Tchikapa, n'est-ce pas? C'est le commissaire de zone qui me donne cette information parce qu'il avait les chefs de secteur qui étaient à la frontière avec l'Angola qui ont fait remonter l'information, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je prends mes dispositions, on contacte Kinshasa, on prend des dispositions provinciales, locales, avec les responsables des services de renseignement et de sécurité, de la gendarmerie, pour parer au plus pressé, et on fait rapport à Kinshasa. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai œuvré dans des cabinets territoriaux. Il y a ce qu'on appelle les pièces périodiques. C'est-à-dire? On donne les situations journalières, les territoires, situation complète. Il y a des pièces mensuelles, trimestrielles et annuelles. Et dans ces rapports-là,
On vous donne la situation sécuritaire, la situation sur le plan économique, la situation sur le plan social, le mouvement des populations, tout ça est transmis. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Allez au ministère de l'Intérieur. J'ai discuté il y a quelque temps, il y a une année, avec le secrétaire général aux choses à l'administration du territoire. Il m'a dit non, non, ces choses-là ne viennent plus. Nous avions une phonie qu'on appelait Okapi dans toutes les provinces. Mais maintenant, on a même le téléphone. On peut appeler. On peut faire des messages. Donc, mais justement sur ce point-là, à quoi auront servi alors les conférences des gouverneurs? Attention. Les conférences des gouverneurs sont des conférences à caractère politique. Où le président de la République donne sa vision, il donne une certaine orientation, il rappelle un peu un certain nombre de principes de gestion de l'État. Ça n'a rien à voir avec la formation? Ça n'a rien à voir avec le travail technique, le travail administratif, le travail professionnel. Un gouverneur de province, il est en même temps homme politique et administratif à la fois. À l'époque, nous, on se disait, bon, nous sommes les représentants du chef de l'État, nous sommes les patrons de l'administration provinciale, n'est-ce pas? Et vous dites qu'il faut dépolitiser le personnel de l'administration? Je crois qu'il est grand temps. Il est grand temps, il faut les nommer. Il faut les nommer. En quoi ça gêne? Ça gêne parce qu'on politise tout. Et quand on politise tout et qu'on a 600 partis politiques, c'est normal qu'il y ait des affrontements. Il faut sortir de ce carcan-là et aller vers la technicité. L'administration de l'État, c'est une technique, n'est-ce pas? On ne doit pas la confier à n'importe qui. Vous savez, moi, je fais la fonction publique du début à aujourd'hui. On nous recrutait, on nous envoyait en formation. C'est prévu le perfectionnement et la formation en cours d'emploi. Tout ça pour améliorer le personnel qu'on utilise. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? On a l'École nationale d'administration. Oui, j'apprends qu'ils sont en train de donner des cours d'anglais. Je ne sais pas. Bon, c'est important. Là, enfin, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit la priorité aujourd'hui pour le pays. Il y a l'ENA, il y a également l'INPP. Il y a l'INPP, coup de chapeau. Ce qu'ils font, c'est un travail de... Nous avons besoin des hommes de métier dans ce pays. Tout le monde veut devenir ministre, tout le monde veut devenir PDG. Il n'y a personne qui veut être PDG privé. Et c'est le travail que notre frère qui est là, il fait un bon travail, je le félicite. Mais nous avons l'ENA, nous avons l'École nationale des finances, nous avons une école à la justice, nous avons encore une école où il y en a au moins 30. Oui, nous avons l'École nationale de la territoriale, qui n'a pas de bâtiment, qui vit dans le même bâtiment que le ministère. Donc, vous imaginez. C'est toutes ces choses-là qui devaient nous permettre d'avoir du personnel de qualité qui demain peuvent devenir, c'est comme moi, quand les gens me demandent, toi tu es quoi? Tu es politicien? Je dis, je ne suis pas politicien. Tu es qui? Je dis, moi je suis commis de l'État. Ah, tu es commis de l'État? Je dis, oui, oui. Donc je suis un technicien de l'administration de l'État, je ne suis pas un politicien. Alors, le renforcement de l'État de droit passerait par là? Ah oui, il le faut. Sinon nous allons crier, nous pouvons, excusez-moi le terme, on va faire ce que le président a fait. À l'Est était indispensable, il n'avait pas de choix. Il devait faire pression sur ces gens, et vous imaginez, on parle de 100 groupes, ce n'est pas 100 groupes, c'est près de 200, 260 groupes rebelles. Vous imaginez ça, il devait faire cette pression-là, établir un état de siège, pour essayer de maîtriser un peu la situation. Vous voyez qu'il a commencé à comprendre certaines choses. Avec l'état de siège, quand il est descendu, il a vu le comportement des militaires, des policiers, tout ce qui était détourné, comment ça fonctionnait, n'est-ce pas? Si ce n'était pas cet état de siège-là, il n'aurait pas eu cette vision claire de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais, on entre dans une guerre, mais on ne sait pas quand on en sort, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a d'autres mécanismes qu'il faut mettre en... Il faut réadministrer le pays, c'est ce que je dis. Il faut que le pays soit administré à partir de la base. Et à partir de ce moment-là, quand le pays est pris en charge, quand les gens qui sont tout aux frontières, les chefs de poste d'encadrement là, font leur rapport, surveillent la situation, ils sont dans des conditions acceptables, ils font leur travail. On ne va pas être surpris par des groupes étrangers qui infiltrent notre pays, non. Parce qu'ils vont tout de suite faire rapport et on peut tout de suite réagir. Et puis il y a aussi l'organisation de notre armée qu'il faut... Il faut refaire les choses autrement. Parce que moi, j'ai discuté longuement avec des généraux. J'ai vu le général Kaloumé, là, qui est spécialiste de l'organisation militaire. J'ai Moulumba Mbote, qui est spécialiste de l'organisation militaire.
Ces genres de personnes, il y avait aussi, ils sont à 3 ou à 4 comme ça, des anciens généraux, qui discutaient de comment restructurer l'administration. Vous entendiez que les gens avaient des bataillons à Lokando, des bataillons à ceci. C'était pour contrôler les territoires. Nous avons un vaste territoire. Si les troupes doivent partir de Kinshasa pour aller maîtriser la situation de Beni, de Butembo, mais si on pouvait prendre des troupes à partir de Maniema, là où il y avait des camps, pour les transférer là-bas, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a aussi la restructuration de l'organisation de notre armée qui est trop lourde et trop centralisée pour rien. Alors dans ce cas-là, quand vous dites qu'il faut réformer l'administration publique, mettre les gens formés comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Alors la démocratie trouverait son compte là-dedans. Mais justement, parce que quand l'administration a en charge la situation du pays, on n'aurait pas besoin par exemple de la CENI. Moi j'ai organisé les élections dans le Bandundu, les élections de députés provinciaux, de l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, est-ce qu'en Amérique il y a des CENI? Vous savez, et la CENI est source de conflits aujourd'hui. Alors, donc, il y a des choses qu'il faut élaguer. Ailleurs, c'est rentrer dans la normalité. C'est le ministère de l'Intérieur. Mais oui. Oui. Si on prend un ministre de l'Intérieur qui n'est pas partisan, qui peut bien organiser l'élection, il a des structures. Il y a la direction de la population, il y a l'ONIP qui est là, l'Office national d'identification de la population. Nous avons au ministère du Plan, l'Institut national de la statistique. L'INES. On combine toutes ces structures de l'État, on a la situation réelle. Parce que quand je vous dis que les rapports journaliers, les pièces périodiques dont je parlais, il y a entre autres le mouvement de la population, il y a les nouvelles naissances. Tout ça est structuré, il y avait des tableaux spécifiques qui permettent systématiquement au ministère d'organiser des élections sans difficulté. Alors, M. Tchibaba, donc pour vous, la démocratie, excusez-moi, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans nos pays, dans notre pays, à la manière de l'Occident, en fait, n'est pas tellement adaptée. N'est pas adaptée. Oui, je prends une phrase. Des occidentalisés. Oui, je prends une phrase que vous avez corroborée dans votre ouvrage. Je ne sais pas si. Donc j'ai bien compris. Vous avez cité Norbert Lenoir. Oui, et vous dites estimons que la démocratie libérale et représentative ne convient pas à l'Afrique. Et vous dites sans désoccidentalisation ni réappropriation des valeurs substantielles pour les pays en développement. Ben oui, c'est ça que je dis. D'abord, quel est le niveau d'instruction de notre population? La population qui vote. Parce que le principe, c'est de dire, ah, moi je suis légitime, j'ai été élu à tel autant de pourcents, ainsi de suite. Quel est le niveau de cette population? Quelles sont les motivations de vote du peuple congolais aujourd'hui? Ce sont les vareuses, ce sont les sacs de riz, c'est ça, la motivation, ou c'est l'intérêt collectif, n'est-ce pas? On désigne des mandataires publics pour la défense des intérêts collectifs. Nous avons accepté de vivre ensemble, vivre en commun, n'est-ce pas? Sinon on serait resté dans nos chefferies et royautés de l'époque, des empires, mais on a créé un État-nation, Congo, n'est-ce pas? Nous avons accepté de vivre ensemble. Vous voyez comment nos frères de l'Est se battent pour ne pas qu'on balkanise le Congo. Alors, quand ces gens vous désignent pour être mandataire, c'est pour vous occuper d'eux. Il y a le social, il y a l'éducation, n'est-ce pas? Il y a la sécurité. Vous vous imaginez, dans une ville comme Butembo, on vient tuer des gens avec des armes blanches, ainsi de suite. Nous sommes dans quel monde? Effectivement, le monde est en ébullition. À travers, je ne peux pas dire que c'est le Congo seul qui est dans ces difficultés-là, mais il faut alors refaire les choses comme les autres pour avoir la maîtrise de la gestion de l'État. Parce que le gouvernement de la République gouverne, mais le gouvernement n'administre pas le pays. Il y a l'administration de l'État, il y a la territoriale, qui le fait au nom du gouvernement, parce que ce sont des auxiliaires du gouvernement qui l'aident à faire progresser le pays, implémenter des projets
sociaux, des projets d'infrastructure et le reste. Alors, puisqu'on ne peut pas tout laisser au gouvernement, vous aviez parlé des partis politiques tout à l'heure, qui drainent derrière eux des masses, tout ça là. Mais quel rôle devraient-ils jouer, ces partis aujourd'hui? Mais justement, il faudrait pour cela revoir la loi. Parce que les partis politiques ignorent qu'ils ont le rôle de former la population, d'encadrer la population. Pour eux, c'est seulement la conquête du pouvoir. Pour le pouvoir. Si les partis politiques étaient structurés autrement, si les partis politiques étaient organisés autrement. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En Belgique, il y a des partis provinciaux, régionaux, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas tenter cette expérience-là, ici chez nous? Ça va nous permettre de délocaliser le combat politique. Chez nous, tous les partis se disent nationaux. De non. De non, parce que bon, on vous recrute. Non, non, Oscar signe pour moi, parce qu'au moins toi tu es de telle province, et moi l'autorité morale, je suis de telle autre. Et c'est vite fait. Mais ils sont nationaux de non. Je vous ai dit ici, demandez à chaque parti politique le nombre d'adhérents de ce parti. Que chaque parti vous montre son siège. Que chaque parti vous démontre si ils organisent des séminaires, ils organisent des cycles d'encadrement de leurs membres pour donner des outils de gestion démocratique d'un pays. Ça se fait où? Mobutu au moins avait l'Institut Makanda Kabobi qui servait à son pouvoir monolithique. Alors, la loi, et pourtant il existe une loi qui régit les partis politiques. Mais pourquoi ce n'est pas respecté? Mais la loi existe. Il faut la revoir, parce que telle qu'elle est conçue, elle est mauvaise, c'est tout. En quoi? Elle nous permet de créer les autorités morales et 600 partis politiques. Ouais, là, c'est l'organisation interne. Mais ce n'est pas l'organisation, c'est la loi qui permet. Parce que cette loi est, comment je peux dire, laxiste. Si elle n'était pas laxiste, on ne trouverait pas des gens avec un parti dans la mallette. Il y a des gens qui se promènent avec le parti dans leur mallette. Je vous ai dit, allez sur l'avenue de l'enseignement. Est-ce qu'il y a 50 sièges de partis? Et d'ailleurs, la plupart de ces partis-là, leurs sièges, ce sont des locataires. Ou, tout au plus, les résidences, les anciennes résidences des autorités morales. Est-ce que l'application, est-ce que le problème se pose chez nous? Les lois sont là, est-ce que le problème ce n'est pas l'application tout de même? Je suis d'accord avec vous. Mais qui fait appliquer la loi? Nous avons les structures de l'État. N'est-ce pas? Nous avons l'administration qui régule la vie sociale et politique même, économique. C'est l'administration de l'État qui est à la manœuvre, n'est-ce pas? Et nous avons dans ces structures-là des grands services spécialisés qui aident à réguler la vie économique et l'application. L'application de la loi aussi bute à notre justice. Vous connaissez l'état de notre justice aujourd'hui. On ne peut pas dire que nous sommes une justice exemplaire. Alors, monsieur... Pourtant, on forme énormément de licenciés en droit dans ce pays. Oui, et ils sont nombreux. Alors, un important ouvrage, puisqu'on a fait ce qu'il nous reste encore quelques minutes de discussion, est très intéressant, les crises politiques et institutionnelles récurrentes en RD Congo. À supposer qu'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de crise politique dans ce pays. Enfin, je ne suis pas devin pour remarquer. Je le dis dans l'ouvrage, l'union sacrée de la nation. Ce qui se passe dernièrement, ça, c'est pas un prélude à une crise. La loi de la congolité, tout ça, c'est... Bon, là, ce sont les individus qui s'expriment. Oui, ils s'expriment, mais pas seulement des individus. Il y a des communautés qui se sont exprimées. Ouais. Et les Balouba sont stigmatisés là-dedans. On risque de les chasser encore dans le Katanga, comme en 92. Parce qu'on estime que Tchani et Moulouba, tous les Balouba sont d'accord avec lui. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et s'il n'était pas Moulouba? Vous savez, je ne voudrais pas parler de cette question-là parce que ça me gêne. Ça me gêne. J'ai toujours dit que les gens qui traitent les Balouba de tribalistes sont foncièrement tribalistes eux-mêmes. C'est parce que vous croyez en cette valeur-là, du tribalisme, que vous pouvez vous imaginer que la personne en face est tribaliste aussi. Vous faites ça. Et les trois doigts vous regardent.
Donc, vous êtes majoritairement tribaliste par rapport à un seul doigt. Non, non, vous savez, On revenait encore sur la question. Oui, justement, c'était... Donc, je vous demandais si aujourd'hui, il n'y a plus de crise. Vous savez, tel que les choses sont solutionnées, il y aura toujours des crises. Parce qu'on politise tout dans la solution. Il faut sortir certaines questions du cadre politique. J'ai parlé de la CNI, j'ai parlé de la loi sur les partis politiques, j'ai parlé de l'organisation des élections. Il y a certaines questions qu'il faut retourner à l'administration, que l'administration récupère ces aspects-là, les traite de façon technique et administrative. Parce que si vous le traitez essentiellement dans le cadre politique, vous savez, si vous lisez mon mémoire, il y a mon ouvrage, il y a Antoine Baloaba qui s'étonne que FCC cache puisse péter. Il dit ça signifie que quand vous négociez, vous parlez, vous dialoguez, hein, chacun a un plan B. Vous dialoguez sur le plan A, mais chacun a son plan B dans le dos. Alors, il dit c'est quoi? C'est une alliance des opposants ou c'est une coalition? Alors, là, vous insistez beaucoup sur les crises politiques à caractère national. Mais chez vous, dans la province où vous avez été gouverné, le Kasaï occidental, oui, il y a eu ce qu'on a appelé Kamwena Sabou, qui aujourd'hui, est-ce que cela a eu de l'incidence sur l'émergence des mandataires, ne fût-ce que provinciaux? Regarde, si vous lisez cet ouvrage de Kabouya, vous allez rire. Il explique les phénomènes Kamwena Sabou, ça c'est mon point de vue, Kabouya exprime aussi, Feu Kabouya Lumuna, c'est un phénomène créé de toutes pièces par le politique. On était à la recherche de voies de glissement. On a tenté par l'aspect institutionnel, vous n'avez pas on n'organise pas les élections, et puis non, on a du retard, ainsi de suite. Vous n'avez pas cru à l'époque? À quoi? À Kamwena Sabou? Je n'ai jamais cru ça, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur de l'époque. Oui, je suis originaire de la province, je sais ce qui s'est passé. Chacun avait sa milice là-bas. Et pourquoi on ne termine pas le procès? Pourquoi on ne termine pas le procès? Qu'on établisse les responsabilités, qu'on sache qui a fait quoi. Moi, j'ai vu des rapports que je ne vais pas exposer ici, parce que le dossier est en cours. C'est pour dire qu'il faut qu'on analyse à fond le phénomène. Mais moi, je crois que c'est parmi les astuces ou les manœuvres des politiciens. C'est ça mon point de vue. Merci. Alors, nous allons terminer, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure comme étant porte-parole. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Ah, l'histoire de oui, vous êtes encore porte-parole? Je suis toujours porte-parole. Oui, lors de la première émission, je vous avais ainsi présenté. Tisabi, Chinkunku, Sangabile. C'est ça, justement. Vous êtes porte-parole. Et je vois dans une note adressée à l'autorité, aux autorités, et donc ça concerne la réforme relative à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que pour vous, et nous allons terminer par là, l'autorité de l'État n'est pas encore totale dans ce pays? Quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, quand vous voyez le comportement des conducteurs de véhicules, même de ce que je peux appeler des colonnes en cravate, chacun met de 4x4, nous avons au moins une centaine d'escortes, n'est-ce pas? Une centaine d'escortes. Les colonels ont leurs escortes, les capitaines sont aussi gardés, tout le monde est gardé, n'est-ce pas? Et ça donne quoi? Ça donne le désordre généralisé. Mais pas respecter le code de la route déjà. Ça vous montre qu'il n'y a pas d'autorité de l'État, n'est-ce pas? Vous pouvez vous imaginer, il y a un garçon qui a été tué, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'université de Kinshasa, par un homme qui doit le sécuriser. Et c'est là où j'atterris aussi, je le dis. Le Congolais n'est pas bête. Le Congolais
a appris à comprendre le politicien congolais. Et j'ai comme l'impression que le Congolais se moque du politicien congolais. Vous venez avec votre argent, oui, vous le prenez, parce que c'est son argent que vous avez pris. Il ne refuse pas de le prendre, il le prend. Il peut vous voter tout comme il ne peut pas vous voter. Donc c'est pour dire que l'autorité de l'État passe par la restauration ou la modernisation, comme le chef de l'État l'a dit, la réadministration du pays. Parce que c'est là où il y a des agents d'autorité. Les agents d'autorité, c'est comme je parle, le chef de poste d'encadrement administratif, l'administrateur du territoire, qui représentent l'État, n'est-ce pas, et qui assument l'autorité de l'État. L'autorité de l'État ne s'assume pas seulement à partir du président de la République. Si les agents de base ne sont pas investis de cette autorité, parce que d'abord dépourvus, parce que d'abord politisés, vous savez, les administrateurs du territoire ont été nommés, n'est-ce pas, par un pouvoir. Donc ils répondent de ceux qui les avaient nommés. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire foi en ce qu'ils vous font comme rapport. Je ne vais pas aller dans les services, aller même dans tous les services. Vous verrez qu'il y a eu beaucoup de nominations dans ce cadre-là. Des partisans, pas des administrateurs de l'État, pas des agents d'autorité de l'État, mais des partisans des partis politiques qui ont été désignés. Voilà, M. Janvier Chihuahua, Benoît Janvier, ingénieur Benoît Janvier Chihuahua Katagalobi, je crois que... C'est beaucoup plus complet. Voilà. Voilà, donc nous ne sommes pas vraiment entrés en profondeur. Donc, on a résumé, oui. Donc on a donné l'essentiel pour inciter les téléspectateurs à pouvoir se savoir les crises politiques et institutionnelles récurrentes en République démocratique du Congo. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous nous dites? Je dis qu'il faut absolument qu'on tienne compte des observations faites dans l'ouvrage, qui sont les observations de quelqu'un qui a vécu. Moi, j'ai travaillé sous Mobutu, sous M. Kabila, sous Joseph Kabila, hein? Aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Donc, j'ai travaillé sous 4 présidents. Donc, j'ai eu du recul, j'ai vu comment les choses évoluent, et il faut qu'on tienne compte de ces éléments-là. Et ça aussi, je voudrais inviter les autorités du pays à sortir le carcan de leur parti, qui s'intéressent aux techniciens de secteurs, différents secteurs de la vie nationale, qui peuvent leur apporter de la bonne nourriture pour l'avancement de notre pays. Les technocrates. Vous savez, aujourd'hui, tout se fait par la science, n'est-ce pas? Tout est scientifique aujourd'hui, même la politique est devenue scientifique. Donc si on n'y fait pas attention, nous serons en retard par rapport aux autres nations. On continuera à tourner en rond parce qu'on politise tout avec des gens qui n'ont pas qualité ni qualification. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons donc terminé pour aujourd'hui. Je crois qu'on aura une autre occasion pour recevoir le même invité, à savoir l'ingénieur Benoît Janvier Chihuahua Kapia Kaloubi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Moi aussi, je vous remercie.